Cette rencontre, Poutine, Trump, dont on sait où c'est désormais, c'est en Alaska, en territoire américain, tout près de la Russie, et puis c'est le 15 août prochain. Alors, aux dernières nouvelles, nous savons aussi que Vladimir Poutine, le dirigeant russe, accepterait un cessez-le-feu si et seulement si Volodymyr Zelensky, le dirigeant ukrainien, retirait toutes les troupes du Donbass. Voilà, vous avez la citation retranscrite dans le Wall Street Journal. Est-ce qu'on entend Volodymyr Zelensky? Écoutez sa réaction, il n'est pas d'accord du tout, le président ukrainien. Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. Voilà, on vient d'entendre le président ukrainien qui refuse cette proposition de Vladimir Poutine. Je vous le rappelle, rebonjour Marianne Babich qui est de retour sur le plateau. Je vais vous représenter, donc conseillère en communication franco-ukrainienne. Cyril Géniter est également de retour sur le plateau, donc docteur en histoire, spécialiste des renseignements russes, et Christian Proutot m'a accompagné depuis le début. Merci, commandant fondateur du GIGN. Première question, effectivement, on rebondit sur ces écrits retranscrits par le journal américain, Wall Street Journal, on l'évoquait tout à l'heure, ce deal, ou cette proposition de Vladimir Poutine qui accepterait un cessez-le-feu si Volodymyr Zelensky retire toutes ses troupes du Donbass. Comment ça vous fait réagir? Évidemment, la réaction du président, on l'a entendu. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et vous voyez comment on a changé. On a parlé d'abord de la paix durable et de Trump comme faiseur de paix. Et au final, on parle juste d'un cessez-le-feu que Poutine pourrait accepter, sauf seulement à condition que l'Ukraine retire ses troupes dans cette région. Je voudrais quand même préciser et qu'on n'oublie pas aussi ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie, que la guerre continue. Et Poutine est sorti grâce à Trump d'une bulle d'enfermement, on dirait, parce qu'on parle maintenant de lui, il y aura cette rencontre et en réalité, on ne voit pas d'action de la part de Poutine qu'il est prêt à la paix. Ce matin, dans une banlieue de Kherson, il y avait des drones qui ont attaqué un bus avec des civils. Il y a 2 morts, il y a 16 blessés, dont plusieurs sont gravement blessés. Il y avait aussi une attaque sur Dnipro. Il y a des blessés également là-bas. Donc on voit que s'il voulait vraiment négocier, s'il voulait vraiment faire une paix durable, il aurait peut-être cessé aussi ces attaques. Mais même cette nuit, il y avait toujours des dizaines de drones. Et c'est une terreur parce que ça se passe toutes les nuits. Toutes les nuits, l'Ukraine est attaquée et c'est affreux pour les civils. En fait, c'est du terrorisme qui continue. Et on ne peut pas négocier et vraiment faire confiance à Poutine maintenant parce que déjà, on a une mauvaise expérience avec le mémorandum de Budapest où l'Ukraine est devenue complètement désarmée du point de vue nucléaire. Ainsi, bien sûr, c'était plus facile pour Poutine ensuite d'occuper la Crimée et aussi de commencer cette guerre à pleine échelle en 2022. On ne peut pas céder ces territoires. Pour nous, c'est une guerre existentielle. Il y avait déjà tant de pertes. Il y a une armée ukrainienne qui s'est formée aussi avec des civils. Il y a énormément de femmes qui ont aussi rejoint les forces armées ukrainiennes. Il y a énormément de pertes civiles parce que la Russie vise surtout les quartiers résidentiels. Ces derniers temps, on a l'impression que c'est une certaine vengeance pour le fait que Poutine n'a pas réussi d'envahir l'Ukraine en 3 jours comme il voulait le faire d'abord. Pour Trump, ce serait mieux quand même, je pense, d'aider l'Ukraine. Je pense qu'il a de leviers pour pouvoir faire la pression à Poutine et d'aider l'Ukraine à finir cette guerre avec la paix juste et ne pas, au contraire, vendre l'Ukraine à Poutine parce que ce plan, c'est un plan de capitulation déguisée pour nous. On ne croit pas
qu'avec ce cessez-le-feu, Poutine peut s'arrêter. Apparemment, il va continuer et le gel du conflit va juste amener au renforcement militaire de cette machine de guerre en Russie et aussi au risque des actes terroristes, même pendant ce gel de conflit, au risque des opérations sous faux drapeau de la part de Russie et au risque de l'attaque plus massive dans quelques années. Y a-t-il quand même une possibilité de compromis, aussi mauvais soit-il, plutôt que de la suite d'une mauvaise en fait guerre? Je pose la question à Michel Polaco, qui est en ligne avec nous, expert en aéronautique, en espace et en questions de défense. Que pensez-vous de ce deal, de cette proposition, désormais c'est deal contre deal, faite par Vladimir Poutine, et cet échange de territoire dont parle également le président américain? J'en pense que c'est certainement très triste pour l'Ukraine, mais c'est aussi l'aboutissement de 3 années de combat qui n'ont pas permis à l'Ukraine de gagner cette guerre. Certes, la Russie ne l'a pas gagnée, mais disons qu'elle a quand même fait des conquêtes et elle a assis quelques-unes de ces conquêtes. Et il est vrai que si on veut que cette boucherie s'arrête, il va bien falloir que de part et d'autre on fasse des concessions. La question est de savoir de combien les Russes vont reculer sous la pression du président Trump et de combien les Ukrainiens vont accepter de se séparer sous la pression du président Trump. Mais de toute façon, je crois que dans les deux cas de figure, il va falloir, pour les deux belligérants, il va falloir qu'ils fassent des concessions. Et je pense qu'ils y ont tous les deux intérêt, parce que sinon cette guerre sous cette forme-là peut durer très longtemps. On peut continuer à fournir des armes aux Ukrainiens, mais on sait très bien que ça ne suffira pas. Pendant ce temps-là, l'effort de guerre russe continue à se poursuivre et à se renforcer. Et donc, voilà, c'est une triste issue qui s'annonce, mais quand même, l'aspect positif, c'est que peut-être que la boucherie va s'arrêter. Merci Michel Polaco. Est-ce qu'il faut se résoudre à cette issue pragmatique, Christian Proutot? Ah non, mais pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord? D'ailleurs, le discours de Michel, avec lequel j'ai déjà pas mal de fois échangé, parce que dans cette affaire, on est sur quoi? On est sur la proposition de Poutine, point. Or, faire que l'armée ukrainienne quitte le Donetsk, c'est une capitulation en race campagne et il renforce les positions militaires, parce qu'on est sur du militaire pur et dur, du stratégique de terrain. Ça renforce la position russe. Et c'est inacceptable pour l'Ukraine, et je ne comprends pas qu'on soit sur ce schéma. Si, je le comprends. Quand on voit comment Witkoff a fait ses rencontres, les plusieurs rencontres qu'il a faites sur la Russie, il avait déjà admis que l'Ukraine devait perdre les territoires occupés. Et je rappelle bien le terme, occupés, envahis. Donc, si on reste sur ce schéma-là, je ne vois pas comment même l'Europe peut accepter ce type de proposition. Oui, mais le schéma dont vous parlez, enfin, les Américains ne sont pas très intéressés par cette guerre, comme ils le répètent constamment. Je crois que Michel Polaco voulait rebondir là-dessus. Oui, je voulais rebondir. J'ai bien dit quand même qu'il fallait que la Russie fasse des concessions, recule, rende des territoires, et la question est de savoir de combien on va pouvoir les faire reculer et quels territoires ils vont rendre. J'ai pas dit du tout qu'il fallait... C'est du marchandage. Considérer que les Russes pouvaient garder tout ce qu'ils avaient conquis. Ouais. Michel Polaco et Christian Proutot et vous tous, je vous propose de regarder ces cartes. Voilà, ça c'est la carte des territoires occupés par les Russes, comme vous le voyez, 161 000 km². Mes confrères en régie ont fait un comparatif sur la France. Vous voyez que ça représente 3 régions françaises, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à peu près les mêmes dimensions, les mêmes superficies. C'est effectivement énorme rapporté à l'échelle de la France. Pour l'Ukraine, c'est moins le cas, puisque l'Ukraine était quand même un énorme territoire. Mais toutefois, on se rend compte quand même d'une forme de capitulation dont vous parlez, et ça résonne aussi avec vos propos, Christian Proutot.
Oui, d'autant, si je peux me permettre, parce que je crois qu'il faut qu'on échange tous pour comprendre ce qui est en train de se passer. En gros, si vous vous remettez par rapport à notre histoire avec l'Alsace et la Lorraine, et qu'on voit sur quelle durée ce conflit a pu se faire après la guerre de 70, c'est que il n'est pas acceptable, et on le sait, pour un pays dans une circonférence qui est la sienne, à la fois historique, mais également au niveau humain, parce que beaucoup de gens ukrainiens adhèrent complètement dans ces régions occupées, n'adhèrent pas à la position russe. S'ils avaient voulu être russes, ça se saurait depuis longtemps. Donc c'est la déstabilisation qui a été mise en place, et accepter ce compromis... Il n'y a pas une majorité de russophones quand même je rappelle que M. Zelensky était russophone. Hein. Oui. Et de russophile. Russophone, j'ai dit. Oui, mais j'ajoute russophone et russophile. On peut aimer la poésie russe, mais à vrai dire, avec la guerre, vous savez, on parle russe, on est russophone. En Ukraine, la plupart des Ukrainiens sont russophones. Oui. Mais nous sommes tous Ukrainiens, même si vous demandez à Kherson, d'ailleurs, qui est la ville très russophone dès le début, il y avait une énorme esprit de résistance pendant l'occupation, quand il y avait vraiment des risques de tir, quand il y avait vraiment des risques de mise dans les salles de torture, juste pour un drapeau bleu et jaune sur un portable, ou juste si tu gardes vraiment des couleurs jaune et bleu à la maison, ou si tu t'habilles avec des couleurs patriotiques. Donc il y avait vraiment cette poursuite de la part des Russes. Ils voulaient nous libérer, comme ils disent, c'est toujours leur prétexte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent aussi par rapport au peuple des pays baltes. Ils disent qu'ils sont aussi russophones et il faut les sauver. Voilà, donc c'est un prétexte. On peut toujours être russophone, comme en Europe aussi. Il y a des francophones, mais qui font partie d'autres pays, des pays souverains et indépendants. Absolument. On s'interroge toujours quand même sur cette date de 2014-2015, ces accords de Minsk. C'est vrai que les Américains, que vous critiquez, pointent du doigt quand même l'Europe, enfin non, écartent l'Europe, enfin les deux, que ce soit Poutine ou Trump, l'Europe est totalement écartée. Mais est-ce qu'elle a vraiment fait le job, comme on dit, lorsqu'elle avait les cartes en main en 2014 ? Non. 2014-2015, je suis désolé, même Merkel, Angela Merkel et je crois François Hollande reconnaissaient que eux non plus n'ont rien fait pour appliquer les accords de Minsk. Parce que si les accords avaient été appliqués, on n'en serait pas là. Difficile à dire, c'est difficile à dire. C'est-à-dire s'ils avaient été vraiment appliqués avec du personnel international sur place pour faire appliquer les accords, les Européens ont vraiment investi. Maintenant, ils s'investissent un peu tard, les Européens. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, les Américains, de renvoyer la balle dans le... Surtout que, non seulement sur les accords, enfin, personne n'était de bonne foi, soyons bien clairs. Ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Européens. Tout le monde a signé. C'est un énorme jeu de dupes, en fait. Ah oui, complètement, oui. Mais même Zelensky, je revois encore l'interview dans RBC Ukraine, qui était paru quelques jours avant l'invasion de 2022, disait clairement, les accords de Minsk, il y a plein de trous, c'est incomplet, ça ne nous va pas, etc. etc. Et là, juste... on a terminé ? Juste un mot, et il faut que je... je suis désolé de le dire, mais là, quand je vois, côté français, tout le monde dit, et on ne négocie pas avec Poutine. Ah bah écoutez, Trump, il vous remercie, vous lui laissez la carte libre, le champ libre. Bon, voilà.